Au départ, les avocats ne se sont pas mobilisés autour de la procédure participative. Est-ce que les choses ont changé? Alors, la procédure participative, il faut bien en prendre conscience, est un processus amiable que les pouvoirs publics développent énormément dans tous les secteurs, et ils ont offert aux avocats un instrument qui leur est réservé, qui relève de leur monopole, et qui est effectivement la procédure participative assistée par avocat. Alors il est vrai que la réforme est relativement récente et que les avocats sont en train de se former à ce processus participatif qui leur permet d'assister leurs clients en vue de trouver un règlement amiable, une solution amiable à leurs différends. Alors effectivement, les avocats ne se sont pas encore intégralement appropriés ce processus. En tout cas, il y a à l'heure actuelle beaucoup de formations qui ont un double aspect. La formation sur le cadre juridique de la procédure participative, où effectivement les avocats doivent maîtriser et sécuriser le processus, mais également des formations à la technique de négociation, de communication, c'est-à-dire finalement des formations à la technique de médiation. Parce que les avocats ont déjà eu des formations à la technique de médiation et ils vont pouvoir utiliser ces techniques dans le cadre du processus participatif. Donc si on peut dire globalement que les avocats ne se sont pas encore tous appropriés la procédure participative, en tout cas l'information et la formation des avocats avance et progresse. Et quelles pourraient être les réticences chez les avocats qui aujourd'hui ne font pas de procédure participative? Les réticences sont certainement dues à une multiplicité de facteurs. La première réticence probablement est une réticence culturelle. C'est que le changement législatif implique un changement dans la posture de l'avocat, un changement de pratique professionnelle, et qu'il faut laisser le temps aux avocats de maîtriser ces nouvelles pratiques professionnelles pour pouvoir utiliser bien sûr la procédure participative. Donc la réticence, c'est peut-être une réticence culturelle, je dirais, par rapport au positionnement de l'avocat. Mais il y a aussi une réticence culturelle du côté des justiciables, c'est-à-dire des clients de l'avocat. Lorsqu'un client va voir un avocat, le plus souvent, c'est dans un esprit combatif. C'est pour entamer un duel judiciaire avec son adversaire devant un juge qui va décider définitivement. Et il faut que le justiciable change d'état d'esprit. Et pour cela, il faut bien sûr qu'il soit informé. Et je crois que si les pouvoirs publics ont multiplié les modes amiables de résolution des différends, ils n'ont pas assorti cette diversité d'une information suffisante des justiciables. Mais là encore, je crois que les avocats font des efforts pour communiquer sur les processus participatifs, comme d'ailleurs les autres professionnels, et que certainement il arrivera un jour où le justiciable connaîtra ces processus. Il y a aussi des réticences économiques, bien sûr. C'est qu'en multipliant les modes amiables de résolution des différends, les pouvoirs publics ont transféré la charge de la justice sur le justiciable. Et certains justiciables, évidemment, n'ont pas les moyens de s'offrir un processus amiable. Donc il pourra y avoir des réticences économiques. Et l'avocat également, qui ne l'oublions pas est à la tête d'un cabinet, c'est-à-dire d'une entreprise, pourra peut-être avoir des réticences sur la facturation de la procédure participative et penser peut-être que c'est moins rémunérateur qu'une procédure juridictionnelle. Mais à l'analyse, il s'avère que, évidemment, le processus participatif qui fait intervenir un avocat va entraîner naturellement une juste rémunération de l'avocat dans le processus. Donc cette crainte devrait être dissipée rapidement, en tout cas à l'épreuve de la pratique. Est-ce que certains clients des avocats sont plus intéressés que d'autres par cette procédure participative? Il est certain que les clients qui vont utiliser les processus amiables vont essayer de réfléchir sur leurs besoins et leurs intérêts personnels. Ces clients vont trouver dans la procédure participative la satisfaction de certains de leurs besoins. Alors on peut prendre des exemples, bien sûr. Dans le domaine familial, par exemple, on sait très bien que le processus de divorce implique des drames psychologiques, voire psychiatriques parfois, et ont des incidences extrêmement lourdes sur le plan social, sur le plan économique. Et il est bien évident que si on essaye de réfléchir en termes de besoins, par exemple dans l'attribution des biens, dans l'évaluation d'une prestation compensatoire, dans les modalités de droit de visite des enfants, etc. Si on réfléchit en termes de besoins plutôt qu'en termes d'opposition d'intérêts, on va pouvoir apaiser la relation et offrir à ces divorçants une résolution un peu plus sereine et apaisée de ce conflit. Si on raisonne maintenant en termes de droit des affaires,
Il est bien évident que là encore, pour un chef d'entreprise, entamer une procédure juridictionnelle, il y a pour lui deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il ne maîtrise pas le temps de la procédure juridictionnelle. En revanche, dans la procédure participative, il va pouvoir négocier avec son partenaire un terme, une durée limite à la convention. Donc il aura, bien sûr, avec son partenaire, la maîtrise totale de la durée du processus. Et on sait bien sûr que le temps, c'est de l'argent en termes d'activité économique. Par ailleurs, quand un chef d'entreprise entame une procédure juridictionnelle, il ne maîtrise absolument pas le contenu de la décision qui lui échappe et qui relève du pouvoir souverain des juges. En revanche, quand il négocie lui-même le contenu de l'accord, il a donc décidé de l'obligation à laquelle il se soumettra ensuite dans le cadre de la force obligatoire du contrat. Et bien entendu, il aura la possibilité de supprimer cet aléa judiciaire qui lui paraît le plus souvent totalement insupportable. Et lors de la rédaction d'une convention de procédure participative, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? L'avocat est un professionnel, c'est un professionnel formé et qui obéit à des règles de déontologie extrêmement strictes. Et si le législateur a accordé à l'avocat le monopole dans la procédure participative, c'est parce que le législateur a fait confiance dans l'avocat pour sécuriser le processus. En conséquence, quand un avocat reçoit des clients en vue de mettre en place une procédure participative, il doit d'abord vérifier que son client entretient avec le partenaire avec lequel il va discuter des relations d'égalité. Et sinon, il va devoir lui-même, dans le cadre de son conseil, essayer de rétablir un petit peu l'égalité des armes, c'est-à-dire éclairer son client sur la nature du processus, les conséquences et les obligations que cela va engendrer. Et puis bien sûr, quand l'avocat va rédiger avec son client la convention de procédure participative et mettre en place ce processus conventionnel qui aboutit à une véritable mise en état de l'affaire, avec la possibilité éventuellement d'avoir recours à un expert, un technicien, il va, choisi bien sûr par les parties, rémunéré par les parties, l'avocat va évidemment veiller à respecter toutes les conditions de régularité du processus, qui sont tout de même très rigoureuses pour sécuriser le processus. Et notamment, l'avocat veillera bien sûr à vérifier la capacité de son client, le pouvoir de négocier naturellement, et puis il va aussi vérifier, définir précisément l'objet du différend qui fera l'objet de la négociation, définir le terme de la convention de procédure participative et surtout définir ce qui, en termes de stratégie, est extrêmement important, les échanges et les modalités des échanges qui auront lieu pendant tout le processus. Et notamment, il appartiendra à l'avocat d'établir une stratégie extrêmement rigoureuse en ce qui concerne les pièces que son client va placer dans les débats et dans la négociation. Parce qu'il faut évidemment que l'avocat anticipe sur un échec éventuel du processus amiable. Et s'il y a échec du processus amiable, on a alors recours à un processus juridictionnel, lequel se déroule dans un cadre contradictoire et dans lequel les pièces pourraient éventuellement être soumises au débat. Donc l'avocat doit bien sûr ajuster la stratégie de son client tout en respectant un débat loyal pour essayer d'aboutir à un accord, mais il doit bien sûr définir avec précision les pièces et les modalités d'échange de ces pièces. Sans compter que l'avocat doit aussi penser à insérer dans la convention des clauses de confidentialité, pour éviter bien sûr que les parties divulguent ensuite sur la place publique les déclarations et les constatations qui auraient été faites dans le cadre des négociations. Donc l'avocat a quand même une obligation de vigilance, de diligence, bien entendu, et certains avocats d'ailleurs ont craint d'engager une responsabilité beaucoup trop lourde dans le cadre de ce processus. Alors bien sûr, ils le savent les avocats, hein. La Cour de cassation est déjà extrêmement rigoureuse avec la sanction des obligations qui pèsent sur les avocats. Donc à mon avis, il n'y a pas plus de responsabilité dans le cadre de la procédure participative assistée par avocat. L'avocat doit jouer son rôle de conseil et il doit jouer aussi tout son rôle de respect de la loi pour vérifier la régularité de la convention de procédure participative. Donc la responsabilité n'est pas pire que ce qu'elle est actuellement pour la rédaction des actes tout à fait ordinaires.